Dans notre cerveau, il y a 66 milliards de neurones. C'est plus que les étoiles qu'on connaît dans notre Voie lactée, dans notre galaxie. Chaque neurone est connecté à peu près à 10 000 autres neurones. Ça fait un réseau gigantesque. Et c'est un réseau vivant qui change en permanence, qui prend la décision, qui apprend, qui peut se dégrader. Et tout cela, en matière biologique, ça se passe en 1500 grammes dans notre tête. Pour connaître ce système, pour savoir comment ça influence notre vie, il y a plusieurs voies à regarder. Il y a quelques années, à peu près en 2016-2017, le CEA a démontré une démonstration technologique, une personne tétraplégique qui commence à marcher grâce à un exosquelette, mais surtout grâce à des commandes transmises par le cerveau de la personne. Quelques années après, Elon Musk a lancé Neuralink pour travailler sur les chips sur le cerveau. Et cette année, une personne a joué aux échecs directement avec les commandes par le cerveau. L'année dernière, en fin 2024, j'étais à l'Assemblée nationale, un événement organisé par M. Paul Midi, le député de Paris-Saclay, dans lequel une société française a démontré la rédaction d'un projet de loi directement par la pensée, sans passer par le clavier. Donc c'est un monde qui bouge. Le sujet lié au cerveau, à neurone, ça intéresse beaucoup de monde, notamment vous êtes là. Et c'est pour ça que nous avons organisé cette table ronde, pour en parler, pour revenir à la question essentielle, se poser la question, qu'est-ce que c'est, comment ça marche et où. Donc, je m'appelle Romain Farel, je suis ex-chercheur et je travaille dans la santé plusieurs années, et depuis cette année, je suis un start-upper. Et donc, j'invite les conférenciers à me joindre sur scène. Merci de les applaudir. Ademi, vous êtes docteur en neurosciences, vous travaillez à l'agence biomédecine sur les sujets liés fortement à la neurosciences. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre recherche et l'agence biomédecine? Bonjour à tous. D'abord, merci Farid pour l'invitation. Merci au TEDxSaclay de nous accueillir aujourd'hui. Je suis docteur en neurosciences, donc ex-chercheur également. Après plus d'une dizaine d'années en laboratoire, je me suis envolée vers une autre aventure, toujours liée à la recherche en neurosciences et plus sur un aspect éthique et juridique de la recherche en neurosciences. Donc aujourd'hui, je travaille à l'agence de la biomédecine. Donc c'est une agence de santé publique qui est rattachée au ministère de la Santé et qui a une mission dans la loi de bioéthique d'information permanente du gouvernement et du Parlement sur les avancées et les innovations dans le domaine des neurosciences. Donc, pour répondre un peu à cette attente du gouvernement, on a créé depuis un peu plus de 2 ans maintenant une lettre intitulée la lettre de la biomédecine et qui traite entre autres des avancées et des innovations dans le domaine des neurosciences. Si vous voulez, il y a un QR code. C'est vraiment une lettre qui s'adresse qui est accessible à tout le monde et qui va traiter de sujets qui va faire des focus sur des innovations dans le domaine des neurosciences, notamment les neurotechnologies, les implants cérébraux, les cérébroïdes, voilà. Donc si vous êtes intéressé, je vous invite à scanner le QR code et pendant votre pause estivale, peut-être au bord de la plage, lire ces lettres qui sont vraiment c'est une revue commentée de la littérature, donc c'est basé que sur des articles scientifiques, mais c'est accessible à tout le monde et ça permet d'avoir une information à jour sur différents sujets. Et plus récemment, l'agence a contracté une autre mission qui est la gestion de la charte de développement responsable des neurotechnologies. Ça, je pense qu'on va en parler un peu plus tard. Et c'est vraiment la partie plus éthique et responsable de la recherche dans le domaine des neurosciences. Voilà. Parfait, merci. Et Jean-François, vous êtes chercheur au CEA, neurospin, et spécialiste, je vais dire, de plissement cortical de la connectivité cérébrale. Donc, est-ce que et ex-TEDx speaker. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler de vous et votre recherche? Bonjour, moi je suis une espèce d'hybride entre le monde de l'intelligence artificielle et les neurosciences, ce que je suis depuis plus de 30 ans.
malheureusement déjà 30 ans. Et je viens donc d'un endroit qui s'appelle Neurospin, qui est situé sur le plateau de Saclay. En fait, c'est un centre de recherche qui a été créé par le CEA maintenant il y a 18 ans, et qui se veut une espèce de cathédrale de l'IRM. En fait, on dispose des deux plus grosses machines du monde pour étudier le cerveau de l'homme et des rongeurs. 11,7 Tesla de champ magnétique pour l'homme, 17 pour les rongeurs. Et il n'y a pas d'égal sur la planète. Et celui, en fait, pour l'homme, il donne des images fonctionnelles du cerveau depuis quelques mois seulement. Ça a été très très long. C'est le temps de la physique, ce genre de grand instrument. Et je parle de grand instrument parce qu'en fait, ce centre de recherche, il a été fondé avec l'idée que dans le monde des sciences de la vie, et en particulier des neurosciences, pour répondre à des grandes questions, des questions fondamentales, il allait y avoir besoin d'instruments beaucoup plus gros que ce qu'on trouve dans les laboratoires conventionnels ou à l'hôpital. Et c'est pour ça que le CEA s'est lancé dans l'aventure de demander à ses physiciens, ceux qui font les aimants du CERN, de faire la nouvelle génération d'IRM. Et c'est un petit peu comme quand les physiciens vont développer des télescopes géants ou des télescopes spatiaux pour zoomer en fait, dans l'univers, pour mieux comprendre l'univers. Ben là, il s'agit de développer des instruments qui vont permettre de zoomer dans le cerveau et d'accéder à des échelles qui sont inconnues, en fait, vraiment méconnues aujourd'hui, avec l'idée qu'on va peut-être découvrir des choses qu'on n'avait même pas imaginées auparavant sur les pathologies ou sur le fonctionnement cérébral. Et cet endroit il est un peu particulier au sens où il y a bien sûr tous les méthodologistes qui permettent de concevoir et de faire marcher un grand instrument, mais il y a aussi tous les applicatifs, parce que si on ne fait pas ça de concert, on est sûr de faire un instrument qui va servir à rien. Donc il y a aussi de très grosses équipes qui font des neurosciences cognitives, donc qui essaient de décrypter comment fonctionne le cerveau, piloté par Stanislas Dehaene, qui est un personnage public dont vous avez peut-être entendu parler, et puis aussi de grosses équipes de recherche clinique, donc des médecins de tous horizons, des psychiatres, des neurologues, des spécialistes du développement cérébral. Et puis entre les deux, il y a des gens comme moi, des gens qui développent des techniques d'IA pour interpréter les données qui sont assez compliquées. Et vous avez probablement entendu parler du fait que quand on fait de l'IA, on a besoin de beaucoup de données, donc on a besoin de beaucoup plus de données que ce qu'on arrive à générer avec nos imageurs à Neurospin. Et donc on pilote un autre grand instrument qui maille le territoire, une centaine d'imageurs qui sont dans les hôpitaux et les laboratoires, qui permettent d'imager la population. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on dispose de plus de 100 000 images de cerveau de 100 000 personnes différentes, avec lesquelles en fait, on peut entraîner l'IA à faire toutes sortes de choses. Et je vais vous parler de ce dont moi je m'occupe actuellement. Donc, moi, je suis ce que j'appellerais par autodérision un chiromancien du cerveau. J'essaye en fait de faire parler les lignes qui correspondent aux plis du cortex. Et peut-être que vous n'êtes pas au courant, mais chacun d'entre vous en fait a une forme de cortex unique, aussi unique que vos empreintes digitales. Et personne jusqu'à présent n'a réussi à comprendre si ça permettait de prédire des choses sur votre devenir ou sur votre moi profond. Et donc ce que moi je fais avec mon équipe depuis plus de 30 ans, c'est développer des IA qui permettent en fait de décortiquer ces formes et de voir en fait ce qu'elles pourraient vouloir dire. Et c'est un tel challenge qu'avant d'arriver au stade récent où on a beaucoup d'images, on n'a pas fait des choses incroyables, on a fait un certain nombre de choses que j'évoquerai peut-être tout à l'heure. Mais aujourd'hui, on est un petit peu à la croisée des chemins, dans le sens où, comme dans beaucoup d'autres domaines, vous avez entendu parler d'un exploit des équipes de Google qui ont développé un outil qui s'appelle AlphaFold, qui permet de prédire la forme que les protéines prennent quand elles se replient, ce qui est en fait à l'essence de leur fonction. Aujourd'hui, on est peut-être capable de découvrir si, dans les formes de nos cortex, il y a un langage caché qui dépasse l'entendement humain, mais que l'IA peut découvrir, et qui va permettre de prédire des faiblesses qui s'installent pendant la grossesse. Le cortex il se plisse pendant le dernier trimestre de grossesse, et toute perturbation liée à une mutation génétique ou à un polluant va s'inscrire, en fait, créer une espèce de signature, et c'est ça qu'on essaie de faire émerger. Et peut-être que j'en ai assez dit. Parfait, parfait. Hugo, vous êtes du côté de l'entreprise, de développement de la technologie. Parlez-nous de votre projet et votre carrière. Bonjour à tous, je m'appelle Hugo. Je suis cofondateur d'une société de neurotechnologie qui s'appelle NowX Technologies. J'ai un background d'ingénieur, j'ai fait l'école polytechnique et je peux revenir sur et j'ai rencontré en fait le monsieur tout en bas là, qui est directeur de recherche à l'INSERM en 2015. Et là on s'est dit tiens, j'ai une idée intéressante sur comment on va sortir les neurosciences de laboratoire, parce que on a le côté laboratoire, mais on a aussi le côté vie réelle. Donc comment on va pouvoir aller au-delà de l'instantané, des images qui sont faites dans des situations de recherche ou à l'hôpital, pour rentrer vraiment dans la vie de tous les jours. Donc avec ce monsieur, on a cofondé NowX Technologies. Aujourd'hui, on a un peu plus de 7 ans, avec beaucoup de personnes qui
qui sont venus nous entorer. Donc on a récemment recruté l'ex-CEO de WeThings, qui vient aussi nous permettre en fait à encore démultiplier en fait notre capacité commerciale. Alors, pour expliquer ce qu'on fait chez NowX, donc très rapidement, nous on travaille sur ce qu'on appelle un capteur d'électroencéphalogramme. Donc ce n'est pas les images cérébrales de l'IRM, mais plutôt des activités électriques, dont tous les neurones dont parlait tout à l'heure Romain. Il y a une activité résiduelle qui va jusqu'au scalp, jusqu'au crâne de tout le monde. Et nous, on est capable en fait d'aller détecter avec un capteur ce signal électrique de manière complètement passive. Il faut vraiment juste mettre des électrodes. Donc ce capteur est fait d'habitude à l'hôpital avec des électrodes qui se collent sur le crâne. Mais nous, chez NowX, on trouve que cet examen est très complexe et très dépendant en fait du personnel de l'hôpital disponible, donc typiquement des techniciens qui installent ces électrodes et des neurologues qui interprètent ce signal. Donc nous, on voit qu'il y a un vrai problème d'accessibilité, donc il n'y a pas de médecins ou de techniciens disponibles partout. Donc ce qu'on essaie de faire, c'est de mettre cet examen entre les mains de tout le monde, et c'est à peu près. Nous travaillons sur ce produit. Donc en fait, c'est un électroencéphalogramme ultra miniaturisé qui est mis dans des oreillettes d'écouteurs. Donc demain, dans vos écouteurs AirPods ou autres écouteurs sans fil, vous allez avoir un capteur d'électroencéphalogramme directement dedans. On va rentrer dans les détails tout à l'heure de ce qu'on va pouvoir faire avec ce capteur. Parfait, merci beaucoup. Vous voyez, nous avons une table ronde merveilleuse avec des grands chercheurs et grands industriels. Donc, je souhaite commencer par une première question. Qu'est-ce qu'on cherche aujourd'hui dans le domaine de la neuroscience? Donc, je vais m'adresser à vous, Ademi. Quels sont les grands défis de la recherche pour neurosciences, et est-ce qu'on va finalement vers ce qu'on appelle la médecine personnalisée avec neurosciences? Alors, je dirais qu'il y a de multiples défis et de grands défis dans la recherche biomédicale en neurosciences, des défis qui couvrent différents aspects, qu'ils soient scientifiques, médicaux et donc cliniques, mais également des aspects technologiques, des défis technologiques, et enfin un aspect totalement différent, il y a de grands défis également éthiques, sociétaux et juridiques. Pour les aspects un peu plus, pour les défis vraiment scientifiques et médicaux, j'ai envie de dire, je pense que, moi je dis toujours, pour mieux comprendre, mieux comprendre pour mieux diagnostiquer, et mieux diagnostiquer pour mieux traiter. Donc un des enjeux, je pense, de la recherche en neurosciences, c'est tout d'abord de comprendre comment ça fonctionne. Comme le disait tout à l'heure Romain, le cerveau est un organe très complexe, composé de milliards de neurones et de connexions synaptiques. Donc déjà, un des enjeux majeurs pour moi, c'est de comprendre comment ça fonctionne, comment il est composé, donc l'aspect vraiment physiologique et fonctionnement, ce qui nous permettrait, dans un domaine, dans un contexte vraiment médical, de poser des diagnostics de plus en plus précoces. Et comme le disait mon collègue tout à l'heure, c'est vraiment établir des signatures, ce qu'on appelle aujourd'hui des signatures cérébrales ou encore des biomarqueurs cérébraux qui permettraient de poser des diagnostics et avoir vraiment une signature d'une pathologie ou tout simplement également d'un système sain, enfin d'un cerveau normal. Donc c'est vraiment un enjeu majeur de la recherche biomédicale en neurosciences. Et également, une fois qu'on arrive à mieux diagnostiquer, donc on peut mieux traiter. Et c'est là où on va certainement vers une médecine de plus en plus personnalisée, que ce soit avec justement ces biomarqueurs cérébraux qui seraient caractéristiques de certaines pathologies et qui nous permettraient justement d'adapter des traitements selon les pathologies. Mais également, et là on arrive également sur le deuxième aspect, l'aspect vraiment technologique, pouvoir aujourd'hui développer des technologies qui pourraient pallier à
à certaines pathologies neurodégénératives ou neuropsychiatriques, etc., ou à des déficits moteurs, par exemple chez des personnes handicapées. Donc je pense que tout le monde a entendu parler d'implants cérébraux ou encore d'exosquelettes, de neuroprothèses avec des bras robotisés. Donc tout ça, c'est un grand volet de la recherche biomédicale en neurosciences. Et à tout ça, j'ai envie de dire, se couplent d'autres domaines qui sont vraiment l'intelligence artificielle, la science des données, car aujourd'hui, justement, grâce à l'imagerie cérébrale, par exemple, on est capable de générer vraiment des données, une grande quantité de données. Donc savoir traiter ces données, savoir également les interpréter et bien les utiliser, je pense que c'est des enjeux majeurs. Voilà, la science des algorithmes, de l'intelligence artificielle, mais également la robotique, tout ce qui est réellement technologique avec justement la fabrication d'implants cérébraux, etc. Donc c'est vraiment, je pense que de plus en plus, on va avancer vers une médecine personnalisée, une médecine qui s'adapterait justement aux différentes pathologies et qui pourrait répondre aux attentes aujourd'hui des patients. Et enfin, pour les défis éthiques et juridiques, on y reviendra un peu plus tard, je pense. Voilà. Merci beaucoup. Donc, Jean-François, nous avons la chance d'avoir la plus grande machine qui crée de l'image sur le plateau de Saclay. Nous avons la chance d'avoir le CEA qui travaille sur le sujet depuis des années. Est-ce que vous pouvez développer un peu plus sur cette partie magique, donc notre empreinte à chacun, le pliage de cortex? Alors, peut-être la première chose qui est peut-être inattendue pour vous, c'est on parle beaucoup de la plasticité cérébrale. Vous imaginez qu'elle est derrière le fait que vous puissiez apprendre des choses, évoluer pendant votre vie. Mais on n'imaginait pas forcément que ça a un correspondant macroscopique dans la forme de votre cerveau. Alors qu'en fait, si, en fait, c'est un petit peu comme si vous faites de la gonflette, vous allez voir votre corps changer. Eh bien, si vous avez des comportements prépondérants, systématiques, fréquents, il y a des parties de votre cerveau qui vont se développer, qui vont développer des connexions entre les neurones, ça prend du volume et ça change la forme de votre cerveau. Un exemple, on peut être gaucher ou droitier, et en fait, ça se manifeste dans le cerveau par le fait que le grand sillon qui abrite les airs qui vous font bouger, en fait, il est plus grand du côté de l'hémisphère dominant. Et on a eu la chance d'avoir accès à des IRM du cerveau de gaucher contrarié. Il n'y en a plus trop dans les jeunes d'aujourd'hui, mais il y en a dans les populations de mon âge. Et en fait, on s'est rendu compte qu'eux, ils avaient le sillon qui était plus grand dans l'hémisphère qui utilisait la main qu'on leur avait forcé d'utiliser pour écrire. Et simplement le fait de passer des heures chaque jour à l'école à écrire avec une main, ben, ça développe une région du cerveau et pas l'autre. Il y en a deux, bien sûr, parce qu'il y a deux mains. Et ça, on peut le voir, en fait. Et ça se manifeste dans toutes les pathologies où il se passe des choses dans la tête qui sont différentes de ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qui est plus standard. Donc on peut voir toutes ces choses-là pendant les pathologies, les voir évoluer, les voir régresser grâce à certaines thérapies. Donc il y a toutes ces choses-là. Et puis ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est surtout voir en fait des faiblesses qui s'installent très très tôt, au tout premier stade de la vie, avant la naissance, et qui pourraient conduire, si on était capable de les décrypter, à des prises en charge. Je donne un exemple, par exemple, aujourd'hui, on estime qu'il y a à peu près 7% de prématurés aujourd'hui. C'est un nombre dont les gens ne prennent pas la mesure. Et depuis 10 ou 20 ans, on arrive à sauver des grands prématurés qui naissent à moins de 6 mois de grossesse. C'est assez incroyable. Si vous voyez, ils tiennent dans le creux de ma main. Et il y en a plein qui vont bien, mais il y en a encore qui développent des problèmes à différents stades de leur vie. Et typiquement, en fait, ces bébés, leur cerveau, comme ils naissent quasiment pas plissés, ils ne se plissent pas de la manière nominale. Et on essaie de savoir si certains des motifs qu'on découvre dans leur cerveau pourraient conduire en fait à faire des interventions très très précoces quand ils ont quelques mois, que leur cerveau est très plastique, pour les aider en fait à retrouver une manière de faire certaines choses qu'ils ne pourraient pas faire si on les laissait se développer normalement. Donc il y a vraiment l'idée que l'imagerie, elle peut permettre de faire des choses préventives, ce qui n'est pas forcément évident, parce qu'en général, quand on va passer, on va faire une image à l'hôpital, c'est qu'on est déjà malade. Mais en fait, on pourrait imaginer les choses dans un autre sens. Parfait. Hugo, est-ce que vous pouvez nous parler de l'état d'art de la technologie, donc les nouveaux capteurs qui commencent à arriver, notamment le sujet sur lequel vous travaillez, et ce changement de ce que vous avez évoqué, de partir de très grandes machines, couteaux qui demandent des manipulateurs, à l'hôpital, donc accès très limité, à quelque chose d'accessible pour tout le monde.
ça, c'est une question qui est complexe parce qu'en fait, il y a des innovations dans les deux sens. C'est-à-dire que les machines sont de plus en plus performantes, comme ceux qu'on peut avoir au CEA. Et ça peut aussi avoir de vraies implications dans la vie de tous les jours, comme ce que décrivait tout juste avant Jean-François, sur le fait qu'on peut observer le cerveau et sauver des nouveau-nés, par exemple. Mais moi, je suis plutôt de l'autre côté, donc essayer de faire des machines qui sont un peu plus autonomes dans la vie de tous les jours. Alors, dans les tendances actuelles, effectivement, on parle beaucoup d'implants. Il me semble que les implants cérébraux, c'est quelque chose qui est connu depuis quelques années quand même. Dernièrement, il y avait un monsieur, ce fameux Elon Musk, qui communique beaucoup. Donc ça devient un sujet très tendance. Sur les implants, c'est un sujet qui est discuté en éthique depuis longtemps. Hein. Je ne sais plus quelle année on a commencé à discuter de ça. Mais il est vrai que c'est un pan entier de la recherche qui maintenant commence à rentrer dans l'industrie. Alors, juste pour rappeler très rapidement ce que nous faisons, donc nous n'allons pas du tout dans la partie imagerie où on est très en détail, on arrive à voir précisément quelles zones du cerveau s'activent pour quels éléments. Nous, on a ici des capteurs électriques. C'est avant tout un signal électrique que nous allons chercher. Dans les signaux électriques, vous avez deux classes de possibilités. Vous avez déjà tout ce qui est IRM. Après, vous avez dans les signaux électriques la classe des électroencéphalogrammes et la deuxième chose qu'on appelle plutôt des électrocorticogrammes. Donc, les implants font en réalité ce qu'on appelle l'électrocorticogramme, c'est-à-dire vous posez des électrodes directement sur le cerveau. Donc, ça vous permet en fait d'aller chercher en profondeur, en granularité. Donc, tout ce qui est contrôle qu'on a vu par la pensée ou des implants sont faits avec cette technique. C'est-à-dire qu'on va venir avec des aiguilles, rentrer très profondément dans le cerveau, aller chercher neurone par neurone jusqu'où le signal, enfin d'où le signal il arrive. Donc là, on est capable en fait d'aller détecter de manière très précise l'information, aller décrypter l'information de manière très précise. Donc imaginez un stade de foot en fait. Vous avez des spectateurs et vous avez des joueurs de foot qui jouent vous avez la France qui joue contre, je ne sais pas, l'Espagne, et vous avez Mbappé qui marque un but. Et là, vous avez, avec l'électrocortigramme, en réalité, un micro qui s'installe sur Mbappé. Donc vous savez que c'est lui qui a marqué, qui a crié « Ouais, j'ai marqué 1-0 et tout ». Donc ça, c'est l'électrocortigramme. Après, vous avez la deuxième classe qui est l'électroencéphalogramme. Donc qu'est-ce que c'est ? C'est une activité encore électrique, mais là qui émane du cerveau, des neurones, jusqu'au crâne. Donc c'est beaucoup plus loin, c'est à l'extérieur. Donc vous imaginez dans ce même stade de foot un micro qui se place à l'extérieur du stade. Donc vous entendez des waouh, mais en fait vous ne savez pas si il y avait un but, c'est la France qui a pris un but ou l'inverse. Vous ne savez pas si c'est Mbappé qui a marqué, vous savez juste qu'il y avait un événement. Donc ça c'est l'électroencéphalogramme. Donc il faut, je pense, dans un premier temps, bien distinguer les différentes techniques d'observation du cerveau. Vous avez l'image, vous avez des caméras qui filment ce qui se passe avec l'IRM, vous avez l'électrocortigramme, les micros qui vont profondément de manière granulaire sur joueur par joueur ou personne par personne, et vous avez l'autre classe sur laquelle on travaille, des électroencéphalogrammes, où on a plutôt des tendances. Donc ça c'est, je pense, les trois tendances qui commencent à émerger aujourd'hui dans la technologie. Parfait, merci pour la démonstration, explication très claire. Donc, deuxième question sur laquelle je vais interroger les intervenants, c'est sur l'effet et l'arrivée de les technologies ou la science, la
neurosciences sur la vie quotidienne. Est-ce que chacun d'entre vous, dans l'ordre, peut nous parler de côté recherche ou le côté technologique, ou le côté entre les deux, je peux dire, comment pour nous, les publics, comment on peut arriver à l'effet de la recherche et la technologie sur notre vie quotidienne? Alors, je pense qu'il faut distinguer aussi le côté médical et le côté justement usager, donc patient et usager. Donc on a vraiment la recherche en neurosciences, effectivement a un but, je pense, premier qui est vraiment médical. Donc arriver vraiment sur le terrain médical avec des nouveaux tests diagnostiques, de nouveaux dispositifs. Et pour le côté un peu plus usager, donc vie quotidienne, avec des technologies qui pourraient justement changer un peu le quotidien de tout le monde. D'un point de vue vraiment plutôt, on va dire, médical et scientifique, donc encore une fois, on revient, c'est vraiment le côté vraiment innovation. Que ce soit technologique avec par exemple des dispositifs qu'on peut dire invasifs ou non invasifs. Donc pour le non invasif, c'est toujours beaucoup plus simple, on va dire, d'utilisation. Donc comme le disait Hugo, c'est vraiment de l'enregistrement extracrânien de l'activité du cerveau et des dispositifs beaucoup plus invasifs qui nécessitent de la chirurgie et qui sont vraiment très encadrés. Je peux vous donner un exemple, par exemple, de dispositif invasif, un dispositif qui existe depuis maintenant plus d'une trentaine d'années, parce que la stimulation cérébrale profonde pour les patients parkinsoniens existe depuis déjà 30 ans. Donc c'est vraiment un dispositif qui a été mis en place pour aider les patients parkinsoniens vraiment sévères à limiter, voire contrôler les tremblements. Donc c'est un dispositif, comme vous pouvez le voir, qui existe depuis des années. Un autre exemple, c'est l'implant cochléaire pour la surdité sévère qui existe depuis plus d'une soixantaine d'années. Donc tout ça, c'est des choses vraiment, ça démontre bien que la recherche, en tout cas biomédicale en neurosciences et ces dispositifs-là, ne datent pas d'hier en fait. On en parle beaucoup aujourd'hui, notamment avec certaines personnalités qui font le buzz, mais c'est une recherche qui est établie maintenant depuis des années. Si on revient par exemple à l'implant cérébral de Elon Musk, ça a été montré sur le primate déjà il y a plus d'une vingtaine d'années. Donc ce ne sont pas des choses nouvelles, c'est juste que ça arrive de plus en plus chez nous et à notre porte, enfin, vraiment aux portes du patient. Maintenant, c'est des technologies, comme je disais, tout ce qui est invasif, c'est assez lourd, donc ça nécessite vraiment une surveillance médicale. Pour les dispositifs plutôt, on va dire, non invasifs, par exemple, on peut avoir ce qu'on appelle de la neuromodulation, donc moduler l'activité du cérébral de façon non invasive, donc à l'extérieur du crâne. Donc on a des casques qui vont permettre d'influer sur le système électrique cérébral, si je peux dire ça. Et c'est notamment utilisé aujourd'hui et testé pour, par exemple, la dépression, les TOC, ce type de pathologie, notamment beaucoup de maladies neuropsychiatriques pour essayer justement de moduler et de l'activité cérébrale et donc de changer le comportement du patient. Et enfin, vraiment très rapidement sur la partie usagée. Donc là, c'est un peu plus complexe parce qu'aujourd'hui, on n'a pas énormément de dispositifs, en tout cas, vraiment de choses qui sont sur le terrain, en tout cas en France, en Europe. On en parlait tout à l'heure, justement, c'est assez compliqué d'arriver aux portes vraiment de l'usager, parce que comme ce n'est pas des dispositifs qui sont reconnus, qui sont vraiment reconnus par la communauté médicale et scientifique et par l'État. Donc c'est très compliqué d'avoir ce type de dispositif sur le marché, mais il y a quelques années, il y a eu un casque qui a été mis sur le marché qui s'appelle MeloMind et qui permettait par exemple de moduler et de permettre à l'usager de trouver un meilleur sommeil grâce à la musique. Voilà, ça c'est le type de dispositif par exemple qui est arrivé, mais c'est des dispositifs encore assez chers et donc c'est basé vraiment sur de l'EEG.
Et c'est pas évident, en tout cas, qu'on trouve ça chez le patient. Et récemment, par exemple, j'ai parlé avec le groupe Orange, qui, eux, essayent de développer des interfaces cerveau-machine pour lier vraiment au côté maison intelligente. Donc pouvoir contrôler justement par la pensée sa maison, par exemple pouvoir contrôler la lumière, pouvoir contrôler l'alarme, etc. Donc, maintenant, rien n'est garanti que ce type de dispositif aujourd'hui arrive rapidement sur le marché en France. Merci. En tout cas, c'est des perspectives incroyables. Jean-François, si on revient sur l'imagerie, est-ce que l'imagerie qui aujourd'hui est très compliquée, très chère pour avoir des images très précises qui sont en matière à la recherche, peut devenir, ce que vous avez évoqué, un sujet pour la prévention, pas uniquement pour détecter, confirmer qu'il y a une maladie? Alors déjà, sur le coup, un examen IRM, on va dire, pour simplifier, que ça coûte 500 €. Si vous multipliez par 70 millions de Français, effectivement, ça fait cher. Après, si ça permet d'anticiper des pathologies et de faire qu'elles ne se développent pas, ça coûte peut-être moins cher que soigner les patients. Donc ça, c'est des choses qui sont à gérer au niveau de l'État. Et bien sûr, on n'est pas au stade où ça a un sens de faire une IRM pour tous les Français, mais qui sait. Et puis, il y a plein de technologies plus light d'IRM qui se développent aujourd'hui. Il y a des gens qui font des IRM avec des champs magnétiques beaucoup plus faibles que ce qu'on utilise. Donc, tout le contraire de ce qu'on fait dans mon institution, en fait. Dans mon institution, il y a des gens qui font des IRM à bas champ. Il y a même des gens qui font des choses aussi folles qu'essayer de faire des IRM en utilisant le champ magnétique de la Terre. Donc on ne sait pas à quel point tout ça ne peut pas se démocratiser et baisser en termes de coûts. Mais en fait, tout à l'heure, tu as utilisé un terme, c'est médecine personnalisée. Et j'aimerais revenir là-dessus. En fait, c'est un terme qui est très galvaudé, qui est utilisé dans toutes sortes de contextes, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Peut-être que le truc le plus consensuel, c'est qu'en utilisant la génétique de chacun d'entre nous, on va pouvoir avoir accès à des médicaments très très particuliers qui sont peut-être dédiés à chacun d'entre vous. Quoique je pense que ça ne sera pas pour tout le monde, sinon ça coûterait trop cher. Je pense qu'il y a un truc un petit peu intermédiaire que peut apporter l'imagerie et le genre de choses que moi j'ai décrit au niveau des motifs de plissement du cortex. C'est qu'il y a des termes que vous connaissez tous qui sont les pathologies dont on parle partout, je sais pas, la schizophrénie, l'autisme, la maladie bipolaire. En fait, c'est des choses, je pense, qui vont en grande partie disparaître parce que c'est ce qu'on appelle des syndromes. En fait, c'est une espèce d'agrégation de plein de maladies dont les symptômes se ressemblent, ce qui fait que historiquement, les psychiatres les ont regroupés sous la même ombrelle. Mais probablement, il y a plein de manières de rentrer dans ces maladies et probablement chacune de ces manières de rentrer dans ces maladies nécessite une thérapie différente. Et donc, l'imagerie, la génétique, ça peut permettre de faire émerger, par exemple dans la schizophrénie, qu'il y a 20 ou 30 maladies essentielles qui sont différentes et qui peut-être, si on travaillait que sur des gens qui ont eu la même cause de leur maladie, on va comprendre ce qui leur est arrivé et on va mieux échafauder des manières de les faire revenir sur une trajectoire stable, normale. Et peut-être que demain on n'utilisera plus ces termes, mais on aura d'autres termes qui viendront de tout ce qu'on peut acquérir avec tous les moyens modernes de la biologie sur ce qu'il advient dans le cerveau de ces patients. Et ça sera peut-être vraiment une médecine personnalisée au niveau de la maladie particulière de ce patient particulier, sachant qu'il n'est peut-être pas unique de ce point de vue-là. Tout à fait. Donc Hugo, j'aimerais bien partir du point de vue d'État et la recherche vers le point de vue start-up et industriel. Donc, vous développez une solution qui va arriver sur le marché. Et donc, tout le monde ne connaît pas toute la complexité liée au fait de proposer ou commercialiser quelque chose qui est dans le domaine de la santé, parce que ça traite les données, parce qu'il y a énormément de normes. Mais ce qui nous intéresse tous, c'est d'avoir un produit utilisable, quelque chose qui nous permet de ne pas aller à l'hôpital, qui donne des résultats, des préventions fiables. Est-ce que vous pouvez un peu détailler le parcours de combattant pour amener une solution vers le marché? Je pense que d'abord, il faut qu'on se rappelle quand même qu'il y a quelques années, c'était pas possible. C'est qu'aujourd'hui, on est à un moment charnière de l'histoire où on est capable techniquement d'aller vraiment à des niveaux de miniaturisation, à des niveaux de puissance de calcul qui sont de plus en plus incroyables. Les implants, il y a 30 ans, c'était très, très compliqué.
Bon, Elon Musk me parle beaucoup, mais il a quand même réfléchi à comment faire en sorte que la chirurgie devient plus simple. Et s'il est capable de faire ça aujourd'hui, c'est parce que techniquement, on a des capacités à aller plus loin. Et même dans le domaine de l'imagerie, pourquoi aujourd'hui on est capable d'aller chercher des champs magnétiques qui sont différents, parce qu'on a des puissances de calcul qui sont beaucoup plus importantes qu'il y a encore quelques années. Donc on est quand même à un moment charnière, donc techniquement il y a quand même pas mal de facilité déjà. Maintenant, là j'ai parlé de la technique, mais sur l'autre côté, vous avez effectivement des questions de comment mettre sur le marché un produit comme ça. Donc il y a beaucoup de com, effectivement. La com peut faire bouger les États. Aux États-Unis, c'est ouvertement possible parce que vous avez vraiment des lobbies en fait qui sont là. Plus il y a d'argent, plus c'est facile à faire passer. Typiquement pour pouvoir tester son implant sur les premiers humains, Elon Musk, avec ses quelques milliards, ils ont juste racheté une boîte qui a eu l'autorisation de mise sur le marché de dispositifs. Donc il passe en fait par la certification de cette société pour pouvoir tester son implant sur les humains. Donc là on est aux États-Unis, mais en France ou en Europe, on a quand même un niveau d'éthique supérieur. Il est vrai que ces normes, ces difficultés, typiquement on doit tester le dispositif, on doit garantir la sécurité des données, on doit garantir la biocompatibilité des matières. Tout ça, ce sont des normes qui sont complexes, et par contre, ça garantit quand même derrière qu'il n'y a pas de dérive à la limite sectaire, parce qu'il y a quand même des chiffres d'attente de personnes qui souhaitent être implantées par Elon Musk. Il y a des difficultés, effectivement, une fois que la technique est développée, une fois qu'on est capable d'industrialiser, on est capable de miniaturiser et d'en faire en série ce genre de dispositif. Après, il faut passer par la certification, surtout en médical, où il y a des certifications, des niveaux de certification. Une fois que la partie certification est passée, on a mis 8 ans pour avoir tout ça, et on arrive au jour d'aujourd'hui à une difficulté de marché, c'est-à-dire que ce genre de dispositif, il y a la communauté scientifique, la communauté médicale et l'État qui se demandent comment on peut déployer ces dispositifs. Est-ce que ça ne va pas faire exploser le trou de la Sécu? Je cite un exemple, par exemple, tout récemment, il y a une plateforme de télémédecine qui a commencé à être remboursée par la sécurité sociale en France. Vous avez peut-être entendu parler des programmes étapes, article 51, article 58. C'est des programmes en fait qui permettent de rembourser, que la caisse de l'assurance maladie puisse rembourser des produits innovants. Je ne cite pas la boîte, mais au bout d'une journée d'utilisation de cette solution de télémédecine, la CNAM a dû fermer parce qu'en fait, elle a reçu beaucoup trop de demandes de remboursement. Donc il y a un vrai problème, une vraie réflexion à avoir sur comment déjà déployer sous ces technologies, mais en plus comment avoir un débouché commercial, parce que nous on est quand même des sociétés, il faut qu'on puisse vivre avec du chiffre d'affaires qui peut être fait sur nos technologies. Et aujourd'hui, malheureusement en France ou en Europe, c'est encore une problématique. Faire changer le politique en expliquant qu'on va sauver des vies, on va faire gagner du coup, c'est quand même pas évident. Bon. Donc ça c'est mon avis. Mais nous, de notre côté, par exemple pour Navex Technologies, nous allons commencer la commercialisation aux États-Unis, parce que c'est un marché qui est un peu plus libéral. Bon, c'est la vie, on doit faire avec. Parfait, merci. Et donc, j'ai une dernière question que je m'adresse à Demi. Nous avons vu la complexité de la matière, les champs des possibles pour vraiment accéder au cerveau, ou par l'imagerie ou par les champs magnétiques ou par l'électricité, pour avoir les informations.
pour guérir des maladies, il y a des solutions qui arrivent sur le marché. La question qu'on se pose, c'est jusqu'où on peut aller. Aujourd'hui, vous connaissez l'IA et l'IA génératif qui donnent une puissance énorme à manipuler les données. Est-ce que c'est le bon moment de se poser la question, avec l'arrivée de tous ces merveilles technologiques ou les résultats de recherche, de ne pas se retrouver dans les cas où les sujets les plus importants, donc l'image cérébrale ou l'information très liée à très profond à notre santé, peut être en danger? Alors oui, c'est le moment, et en fait c'est le moment depuis déjà des années, parce que en gros les réflexions autour de toutes ces avancées, ces innovations sont pas nouvelles. J'ai envie de dire, ça fait quasi plus d'une dizaine d'années déjà, d'un point de vue national, européen, mais également international, que de nombreux scientifiques, éthiciens, juristes, différentes disciplines se posent la question justement de l'évolution très très rapide de ce domaine. Donc il y a de nombreuses recommandations très intéressantes d'ailleurs qui ont été publiées, qui sont publiées d'ailleurs très fréquemment. Les dernières de l'OCDE en 2019, qui étaient vraiment cadrées sur les neurotechnologies. L'UNESCO également a publié des recommandations, et cette année, il renouvelle ces recommandations. Les Nations Unies. Donc, c'est pas quelque chose de nouveau. Ça arrive, et ça arrive très rapidement. La question est comment accueillir ces innovations sans, et ce qui est très très important, sans freiner l'innovation et la recherche, parce que le problème, encore une fois, je pense qu'en France et un peu partout, lorsque le législateur légifère, s'il n'a pas la bonne information, il bloque tout. Et si tout est bloqué, ça devient compliqué justement d'accueillir ces innovations. Donc encore une fois, le but n'est pas de... en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la communauté, en tout cas scientifique en France, et la communauté qui fédère un peu tous les domaines de la recherche en neurosciences, sont d'accord pour ne pas établir d'outils contraignants qui freineraient l'innovation et qui contraindraient justement des startups à partir à l'étranger ou justement vraiment fuir la France et ne rien faire ici. Depuis quelques mois déjà, l'agence a repris la charte de développement responsable des neurotechnologies. Donc c'est une charte qui a été initiée par le ministère de la Recherche et qui a été publiée en 2022 et qui est là pour fédérer tous les acteurs du domaine des neurosciences, qu'ils soient du domaine public, privé ou même associatif. Donc aujourd'hui, on a plus d'une quarantaine d'adhérents français, je parle vraiment du territoire français. Et cette charte, tout simplement, je peux dire que voilà, le patient et l'usager sont au cœur de cette charte. Donc tout est fait pour protéger le patient et l'usager contre justement tous mésusages ou malveillance de ces nouvelles technologies qui arrivent très très rapidement. Donc juste très rapidement, la charte elle a 5 principes, on en parlait un peu tout à l'heure. C'est vraiment, j'ai envie de dire, le principe et qui a été mis en numéro 1, c'est vraiment la protection des données cérébrales. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la donnée cérébrale, c'est vraiment un enjeu majeur dans ce domaine parce qu'elle est considérée comme personnelle et surtout identifiante. Donc, lorsqu'elle est dans un cadre médical, et je tiens encore à dire qu'en France et en Europe, on a une recherche très éthique et très responsable. Donc, on n'a pas peur, en fait, de la fuite de ces données parce que c'est très, très réglementé. Et même, je pense que pour que ce soit les chercheurs, les cliniciens, etc., c'est très compliqué parfois d'accéder même à la donnée cérébrale. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est ultra protégé. Par contre, ce qui est compliqué, c'est vraiment pour l'usager. Et là, voilà. Donc, l'idée de la charte, c'est vraiment de responsabiliser les startups, les industries qui développent des neurotechnologies pour l'usager, de bien veiller justement à protéger ces données cérébrales, peur de hacking, voilà, que ces données soient revendues par la suite, voilà. On a également, tout à l'heure Hugo en parlait, la question de fiabilité, sécurité et sûreté du dispositif qui va être proposé aux patients et à l'usager. C'est très très important de se dire que ce qui est développé va réellement servir et être sûr pour l'usager ou le patient.
Hugo aussi en a parlé, le côté vraiment communication éthique et déontologique. Je pense que la transparence, c'est vraiment un sujet très très important quand il s'agit de ces technologies. On entend beaucoup de choses, et notamment on revient encore sur Elon Musk et sur tout le vacarme qu'il peut faire autour de tout ça. Tout ce qu'il dit n'est pas forcément vrai. Je pense qu'il y a des équipes à travers le monde qui font un travail remarquable, et ils ne sont pas sur la scène publique et qui font encore plus avancer la recherche que Elon Musk, parce qu'il y a d'autres implants cérébraux. Il y a plus d'une vingtaine d'équipes à travers le monde qui aujourd'hui ont des essais cliniques, de vrais essais cliniques, j'ai envie de dire, sur la question, et qui vraiment aident à pallier à des déficits moteurs et cognitifs. Enfin, vraiment, ce qui est important, c'est la prévention justement des abus, du mésusage de ces technologies, vraiment qu'elles soient utilisées pour les bienfaits vraiment du patient ou de l'usager, et prendre en considération, ce qui est toujours important lorsqu'on est dans le côté innovation, c'est les attentes sociétales. Donc vraiment penser aux patients et à l'usager, avoir ce qu'on appelle aujourd'hui une éthique by design. C'est vraiment concevoir des technologies qui sont éthiques dès le départ, c'est-à-dire du moment où on a pensé à la technologie jusqu'à son développement et sa mise à disposition, mais pas que, également prévoir l'avenir de ce dispositif. Aujourd'hui, on voit des startups à travers le monde qui ont fait faillite, et des dispositifs, des patients avec des dispositifs qui ne peuvent plus utiliser parce que la start-up a fait faillite, et donc c'est compliqué. Donc il est vraiment très important de mettre le patient et l'usager au cœur de l'innovation. Parfait, merci pour cet éclairage. Donc ce qui conclut notre table ronde. Merci d'applaudir à nos intervenants. Nous avons le temps de prendre quelques questions. Mon collègue Sad va passer pour vous passer le micro. Bonjour à tous. Merci beaucoup pour la qualité de... j'ai pas vu le temps passer, c'était super intéressant. Du coup, ma question est à propos de ce que vous disiez tout à l'heure, que ça date pas d'hier, les évolutions qui ont été faites dans la recherche, et ça m'amène à me demander qu'est-ce que vous pensez un petit peu tous les trois du gap qu'il y a entre... Parce que vous, Hugo, vous avez parlé du fait qu'il y a un enjeu pédagogique sur le marché, les personnes ne savent pas en fait de quoi il s'agit. François, vous avez plutôt parlé Jean-François, pardon, vous avez plutôt parlé du fait que les personnes ont des attentes. En fait, ils vont se dire la médecine personnalisée, ça va vouloir dire qu'on va me donner un médicament qui correspond à ma génétique. Et du coup, la question, ce serait un petit peu large, pardon, mais comment est-ce que vous percevez ce gap-là? Et puis, quelles seraient les pistes pour pallier le gap entre les attentes que les personnes ont, donc la vision qu'ils ont des choses très vulgarisées ou parfois un peu faussées à côté de Musk, tout ça, et les avancées de la recherche qui peuvent avoir des vraies applications dans la vie, en fait. Et je trouve que c'est un enjeu un problème peut-être de communication, en même temps pour tout le client, etc. Enfin, votre point de vue. Je vais commencer. En fait, je vais commencer par une mauvaise nouvelle. On considère que un tiers d'entre nous va être touché à un moment ou à un autre dans sa vie par une maladie du cerveau, que ce soit une maladie qu'on développe jeune, comme les maladies psychiatriques, ou une maladie neurodégénérative. Et si on regarde les budgets qui sont dédiés à la recherche sur ce domaine, ils sont dérisoires par rapport au coût que ça amène au niveau du système de santé et au niveau de notre quotidien, de nos familles. À côté, vous entendez tous ces discours des politiciens qui vont investir des centaines de milliards dans une IA qui va permettre de faire mieux marcher les réseaux sociaux. On peut se poser des questions. Je vous ai expliqué que Neurosyn, c'était la cathédrale de l'IRM. On a la plus grosse IRM du monde. Cette IRM, elle a coûté très très cher. Elle a coûté, on va dire, au bas mot 100 millions d'euros. C'est un télescope pour zoomer dans le cerveau. Un télescope qu'on emmène dans l'espace, il a coûté 5 milliards d'euros. Donc au niveau société, je pense que les maladies cérébrales et tout l'impact qu'elles ont, on n'en a pas pris la mesure et on n'a pas fait les investissements qui correspondent de mon point de vue. Ce qui explique le gap. Je pense que si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous avez envie quand même de comprendre.
Donc c'est déjà quelque chose, et je trouve que l'initiative du TEDxSaclay, c'est une des initiatives qui va dans le bon sens, qui est de communiquer et d'expliquer qu'on ne va pas commencer à lire dans la pensée de tout le monde demain matin, quoi. Merci. Il y a une deuxième question. Ouais, mais j'avais une question à propos de l'éthique by design. Je trouve intéressante comme façon de faire. Juste savoir si c'est quelque chose qui est technologiquement naturel ou bien qui est une énorme contrainte. Par exemple, la question pour poser à Hugo, pourquoi développer aux États-Unis? Est-ce que c'est parce que c'est plus facile à vendre là-bas? Parce qu'il y a trop de contraintes justement de ce côté-là? Est-ce qu'il y a déjà des technologies qui existent qui sont éthiques par design? Ou est-ce qu'il faut forcer ce qui existe à le devenir? J'ai envie de dire juste déjà pour l'éthique by design, moi je dirais que c'est déjà dans l'ADN d'un chercheur. Je pense qu'un chercheur est formé pour avoir une éthique by design sur un projet de recherche. C'est vraiment la base, en tout cas moi ça a été ma formation de chercheur, de penser à avant, pendant et après. Donc je pense que quand on se lance de toute façon dans le domaine de la recherche, c'est quelque chose qui est un peu ancré dans l'ADN d'un chercheur. Maintenant, je pense que c'est un peu deux choses différentes pour le côté développement et commercialisation, parce que Hugo, vous développez ici, mais ils vendent aux États-Unis. C'est parce que c'est plus des contraintes réglementaires, plus que vraiment concrètement sur le produit en lui-même. C'est vraiment à cause de la réglementation en Europe qui fait que voilà, c'est plus facile d'aller vendre. Préciser par exemple, l'exemple c'est versus Apple, Samsung par exemple. Le projet Apple est fait pour être créé. Et du coup, Samsung c'est l'inverse. Est-ce qu'il y a un produit qui existe dans la neuroscience qui est suivi par défaut? Ou est-ce que c'est juste qu'il faut mettre des stops sur... Moi, je dirais pas privé par défaut, je dirais, et encore peut-être qu'on revient sur la question du coût, c'est une question d'accessibilité en fonction du coût de la technologie. Donc automatiquement, c'est pas privé à la base, mais c'est adressé à une population, et on en parlait tout à l'heure, qui aura les moyens d'accéder à ces technologies. Parce que c'est des technologies qui ont un coût. Donc c'est pas dès le départ, je pense que pour certains grands groupes ou peut-être des startups, je ne sais pas, je ne veux pas m'avancer sur ce terrain-là, mais effectivement il y a un profit financier derrière. Donc automatiquement on s'adresse à une catégorie de personnes qui aura la possibilité d'accéder à ces technologies parce qu'elles ne seront pas accessibles via, par exemple, pour certains dispositifs, via la sécurité sociale ou autre. Pour moi, je pense que justement, votre question est pertinente. Si vous avez vu la charte tout à l'heure, NAOX est dessus. Et on est d'ailleurs les premiers à avoir signé cette charte. Les premiers, tout premiers. Et c'est pas pour motiver les jeunes peut-être qui se trouvent ici, mais je pense que ça pousse à dire qu'il faut qu'on entreprenne en fait. Il faut qu'on saisisse cette opportunité. Aujourd'hui, NAOX, on est les seuls à avoir maîtrisé ces technologies dans le monde. Donc c'est à nous en fait d'exporter cette éthique. Si ailleurs il n'y a pas cette éthique, c'est à nous, Européens, d'aller à l'étranger, d'aller commercialiser ce type de produit et d'imposer notre vision d'éthique des choses. Bonjour, merci pour vos interventions passionnantes. Si j'ai tout bien compris, parce que je ne suis pas une scientifique, je comprends que vous nous expliquez qu'il faut tout d'abord comprendre, puis ensuite bien interpréter pour savoir concrètement ce qui se passe dans le cerveau de la personne, et ensuite traiter. La question que je me pose, moi, c'est qu'on parle beaucoup de médecine, on parle de médicaments. De votre point de vue, est-ce qu'il existe des manières plus douces de traiter le cerveau ? Je pense notamment à la gestion de ses émotions, à la narration, au lien social, des choses plus douces qui font qu'on peut réussir à, d'une certaine manière, guérir le cerveau autrement. Ça ne fait aucun doute. Je pense que la première chose à faire, c'est prendre en charge la gestion de son cerveau par soi-même, avoir des activités qui le protègent, qui le développent. Je pense qu'il y en a plein, vous en connaissez tous.
Si vous pensez qu'il faut attendre qu'il soit trop tard et frapper la porte d'un médecin qui va trouver vous faites votre fausse route, c'est pas qu'il n'y a pas des thérapies, mais il n'y en a pas tant que ça en fait aujourd'hui. Donc bien sûr, prenez soin de vous, c'est la première chose à faire si vous voulez sauver votre cerveau. Si je peux ajouter, peut-être que j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais dans le côté vraiment diagnostic précoce, on se base beaucoup aussi sur les causes des pathologies et notamment les causes environnementales et qui sont vraiment environnementales à la personne. Donc le bien-être au quotidien, le sport, la gestion du stress, de l'anxiété, tout ça, on sait très bien que c'est des facteurs parfois déterminants dans certaines pathologies. Donc effectivement, c'est très très important l'environnement, j'ai envie de dire quotidien d'une personne pour aider le cerveau à se régénérer. Et je ne sais pas s'il y a des médecins dans la salle, mais s'il y a des médecins, vous savez qu'en école de médecine, les gens qui font en spécialité neurologie, il y a une blague, c'est que ces gens-là, ces gens qui savent diagnostiquer, ils sont très 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 pointus, ils arrivent à voir une personne et déterminer exactement la maladie de manière complètement clinique. Et par contre, derrière, il y a zéro traitement. Si vous comptez les maladies aujourd'hui les plus répandues, est-ce qu'il y a un traitement médicamenteux? Voilà, c'est quand même très rare. Il y a quand même des petites choses, rassurez-vous. Ok, merci encore. Merci à vous pour votre participation. Merci encore aux intervenants. Peut-être il y a une dernière question pour madame et après on clôturera. C'est la dernière parce qu'il faut qu'on respecte le planning. Moi, j'ai cru comprendre que pour les maladies bipolaires en particulier, Jean-François, tu as expliqué que c'était un syndrome, donc il pouvait y avoir plusieurs causes. J'ai cru comprendre que ça pouvait vraiment dû être des traumas d'enfance. Et donc, est-ce que avec les techniques, les implants, quelque chose comme ça, on pourrait quand même, en dehors évidemment des thérapies que Madame évoquait, parce que je pense qu'il y en a effectivement, est-ce qu'avec les implants, on pourrait aider vraiment les malades bipolaires plutôt que de prendre du lithium qui leur bousille les reins en particulier? Est-ce que c'est envisageable pour l'instant déjà ou pas encore? Je ne sais pas s'il y a des problèmes de recherche dans ce sens, c'est pas impossible. Sur la dépression, clairement, mais sur la maladie bipolaire elle-même, je ne sais pas, mais c'est envisageable, bien sûr. En fait, encore une fois, pas grâce à Elon Musk, mais lui, il en fait la pub. Il y a toute cette fenêtre d'opportunité sur avoir effectivement une espèce d'électrode qui vient réagir à certaines situations qui pourrait peut-être permettre de ne pas déraper quand une crise arrive. On peut imaginer ça pour plein de pathologies. Il y a quelques succès, Parkinson, mais la technologie est là. Effectivement, pour rebondir, quand on voit l'état de santé mentale de la France en ce moment, ça pourrait être effectivement assez intéressant d'investir en fait sur ce sujet. C'est-à-dire, on a parlé de toutes les manières de prendre soin de son cerveau, de prendre soin de soi, mais l'état de fait aujourd'hui, on est quand même le plus gros consommateur d'antidépresseurs. Enfin, moi, pour avoir longtemps travaillé dans des mutuelles, je peux vous assurer que depuis le Covid, les dépenses de psy ont totalement explosé, l'absentéisme dans l'entreprise, et il y a quand même un gros sujet de mal-être. Donc, à quel moment effectivement la recherche peut intervenir? Est-ce que c'est en préventif? Est-ce que c'est en curatif? Probablement les deux, mais c'est sûr qu'il y a un sujet, alors pas nécessairement que sur la bipolarité, mais sur les problèmes psy, effectivement. Et moi qui côtoie beaucoup de psychiatres qui s'impliquent dans la recherche, un des trucs qui les empêche de dormir, c'est qu'ils n'arrivent plus à trouver dans les jeunes psychiatres une motivation pour aller faire de la recherche. Donc effectivement, on est un petit peu en déshérence autour de la gestion de cet aspect de notre société. J'avais envie de reposer la question, parce que est-ce que vous avez vraiment envie d'avoir un implant dans votre cerveau? Donc, Une dernière question. Oui, j'ai une dernière question de la façon dont on conçoit l'éthique, parce que effectivement, il y a des maladies psychiques et mentales qui sont fonctionnelles, il y a des bipolarités fonctionnelles, dépression fonctionnelle, et il y a des personnes qui n'ont pas forcément envie d'être jugées parce qu'on estime être l'éthique au niveau gouvernemental. Et par exemple, on décriait le fait d'être... qu'il y ait des personnes qui fassent la queue parce qu'ils veulent avoir des implants et suivre Elon Musk et que c'est sectaire. C'est vrai, ça fait peur cette vision, mais en même temps, est-ce que c'est pas une façon
de consensuel, parce qu'il y avait une question sur comment vivre bien soi-même, comment faire intervenir chacun. Donc, qu'est-ce que le bien pour soi? Parce que être bien, c'est pas forcément défini dans des grandes cases standards. C'est aussi un peu dangereux en fait, la centralisation de qu'est-ce qui est une personne standard qu'on conçoit être bien, qui n'est pas de maladie psychique en fait. J'ai l'impression que la vision européenne elle est tout aussi dangereuse que la vision américaine. Et est-ce qu'il y a en Europe une possibilité de faire qu'il y ait un consensus pédagogique, que les personnes, oui, fassent la queue pour faire des tests de comment aller mieux? Alors oui, dans un monde parfait, ce serait vraiment génial. Je pense que c'est très très compliqué d'avoir un consensus vraiment où tout le monde tout le monde pourrait faire ce qu'il veut. C'est assez complexe. Maintenant, par exemple, nous, je sais que à l'agence, on pousse de plus en plus à avoir des débats publics, justement pour répondre aux attentes sociétales et avoir quelque chose qui se rapproche le plus, en tout cas, de ce que veut l'usager et également le patient. Mais maintenant, c'est vraiment très compliqué de se dire demain, on pourra faire la queue pour avoir un implant. Et en fait, ça se joue un peu plus haut sur un aspect réglementaire, politique, etc. Donc, franchement, je ne pense pas que demain, les gens feront la queue pour avoir un implant. J'espère pas, en tout cas. Mais je ne pense pas qu'on puisse arriver un jour à se dire voilà, des gens pourront avoir des implants s'ils le veulent, comme ça, juste parce qu'ils ont décidé, et d'autres carrément, si on peut toujours refuser, bien évidemment, en tant que patient, mais voilà, il faut toujours trouver un équilibre entre les différentes attentes sociétales. C'est un peu complexe. Et nous allons conclure là-dessus. Merci encore, Hugo, Jean-François et Adeline. Merci, juste une petite information. Il y a encore le village innovateur.